Les rires n'étaient pas bruyants et c'est précisément ce qui rendait la situation plus insupportable car ils étaient étouffés, maîtrisés, destinés à n'être cruels que pour moi seul. Le père d'Adrien dit, en faisant tourner son vin avec mépris, que les filles comme elles ne se marient pas par engagement mais qu'elles se marient pour le confort. Quelques invités laissèrent échapper des ricanements gênés alors que certains détournèrent le regard et que la plupart prétendirent continuer à manger. Mes mains étaient toujours sur mes genoux, les doigts crispés si fort que je sentais mes onglets s'enfoncer dans ma peau. Je n'avais pas touché à mon assiette. Adrien se pencha en avant avec un sourire, un rictus suffisant et exercé, puis ajouta qu'elle était passée de la banlieue au salon parisien en quelques semaines et que ce n'était pas mal du tout. Les rires reprirent et cette fois ils restèrent gravés en moi, je les sentais dans mes dents, dans ma poitrine, dans mes os. Même sa mère souriait comme s'il ne s'agissait que d'une taquinerie légère, quelque chose que je devrais prendre comme une plaisanterie, comme si j'y avais de la chance d'être assise là, entourée de cristal. De linge de table blanc aidait une famille qui n'avait jamais cru que je méritais la place que j'y occupais. Ma gorge brûlait, non pas de honte mais de retenue, parce que j'y aurais pu hurler. J'y aurais pu jeter le champagne au visage de son père, effacer ce sourire des lèvres d'Adrien dès une gifle, partir en trombe comme dans un mauvais feuilleton télévisé. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis levée lentement, j'y ai ajusté ma robe, j'y ai retiré la bague de mon doigt et je l'ai posée soigneusement, silencieusement, sur le bord de l'assiette devant Adrien. Des murmures s'élevèrent et une fourchette tomba au sol mais je n'entendis rien car je marchais déjà. Pas d'excuses, pas de discours, pas de crise de larmes, juste le silence. Et puis le claquement de mes talons sur le marbre alors que je laissais derrière moi l'humiliation la plus coûteuse qu'on m'ait jamais offerte. Je n'ai pas regardé en arrière car je n'en avais pas besoin puisque je savais déjà à quoi ressemblait leur visage, choqués, embarrassés, essayant encore de comprendre que la fille qu'ils pensaient posséder venait de quitter leur petite performance parfaite. Je ne leur ai pas accordé la dignité d'une scène car j'y ai emporté la mienne avec moi. Je m'appelle Jasmine Morel et dès où que vous regardiez ceci, restez avec moi car la nuit où ils se sont moqués de ma valeur a été la nuit où j'y ai réécrit leur héritage. Laissez-les dire que j'y étais une croqueuse de diamants, laissez-les répandre l'histoire selon laquelle je ne savais pas accepter une blague, laissez-les mentir car bientôt le monde connaîtrait la vérité, non seulement sur qui j'y étais mais sur ce que je suis devenue après cette nuit-là. Et croyez-moi, il n'aurait jamais dû me tendre ce micro fait de honte, il n'aurait jamais dû m'offrir ce silence parce que j'y étais sur le point de le transformer en tonnerre. On apprend à se faire petite quand le monde autour de nous dit que nos rêves sont trop grands. Ma mère était une couturière fière, douce et fatiguée qui aime à élever dans un 2 pièces au-dessus d'un salon de manucure à Saint-Denis. Le papier peint se décollait dans les coins et la porte du réfrigérateur avait besoin d'un coup de pied pour se fermer mais l'amour débordait de cet endroit. Je n'ai pas grandi avec des perles mais j'y ai grandi en apprenant à étirer chaque euro, à trouver la beauté dans les vêtements des occasions et à garder la tête haute quand tout le monde s'attendait à ce que je la baisse. J'y étudiais avec une lampe de poche sous ma couverture pendant que les voisins se disputaient à travers les murs. Je lavais des uniformes la nuit, je travaillais dans un bistrot les week-ends et je postulais à toutes les bourses des études que je pouvais trouver. Chaque lettre des acceptations que je recevais, je la pliais et la plaçais dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit car ce n'était pas de la fierté mais de la preuve que je me battais pour m'en sortir. C'est là que j'y en étais quand j'y ai rencontré Adrien. Il ne venait pas de l'ombre mais il venait de la lumière, d'un monde où les problèmes se réglaient par des appels téléphoniques et où la lutte n'était qu'une histoire qu'il regardait dans des documentaires. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala des entreprises au Palais Brongniart où j'y étais présente pour assister à l'équipe de relations publiques dans le cadre d'un programme de stage que j'y avais failli ne pas obtenir. Il était là à serrer des mains et à siroter un vieux cognac, une étoile montante dans le cabinet de conseil de son père. Je connaissais son type, brillant, charmant, dangereux à la manière des nuages des orages, beau de loin mais dévastateur de près. Mais il m'a remarqué. Elle m'a demandé ce que je faisais là et a dit que j'y avais des yeux intéressants. J'y ai levé les yeux au ciel et il a ri. Quelque chose dans le fait que je ne sois pas tombée à ses pieds elle a intrigué. Il m'a poursuivi avec acharnement, des fleurs au travail, du café envoyé à mon espace de coworking, des dîners dans des endroits dont je ne savais pas prononcer le nom. Il disait admirer ma détermination et que j'y étais rafraîchissante. Je l'ai laissé entrer lentement, contre mon meilleur jugement.
Ma mère m'avait prévenu que les hommes riches comme ça n'aiment pas les femmes comme nous mais qu'ils nous collectionnent. Je pensais qu'elle était amère alors qu'en réalité elle était sage. Adrien n'était jamais ouvertement cruel mais il était poli dans sa condescendance. Il me disait que je n'étais pas comme les autres filles de mon milieu comme si c'était un compliment. Il plaisantait en disant qu'il me sauvait des pattes instantanées et des colocataires et je riais au début car je ne voulais pas paraître sensible. Il était juste taquin, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que sa mère m'invite à un brunch et apporte un sac de ses vieux bijoux en souriant doucement pour dire que cela m'aiderait à avoir l'air à ma place. Jusqu'à ce que son père s'assoie en face de moi pendant un déjeuner et me demande quel était le vrai plan pour obtenir la bague puis les actifs. J'y ai souri, j'y ai mordu ma langue et j'y ai payé mon propre déjeuner. Je voulais croire que Adrien était différent, que l'amour pouvait être plus fort que l'héritage et que peut-être quelqu'un issu des privilèges pouvait voir au-delà de la surface. Mais avec le recul, je pense qu'il aimait l'idée de moi car ma lutte faisait de moi une bonne histoire à raconter. Il aimait mon apparence à ses côtés comme une preuve de sa générosité et de son ouverture d'esprit mais il ne m'a jamais voulu à table, il me voulait sous la table, reconnaissante, silencieuse et soumise. Et je n'étais rien de tout cela, pas pour longtemps. La première fois que j'y ai pensé à quitter Adrien, nous étions assis dans un bar sur un toit et il a ridé une histoire que je racontais non pas parce qu'elle était drôle mais parce qu'elle m'embarrassait. Je lui avais raconté comment je vendais des bracelets faits main au lycée pour aider à payer le loyer et sa réponse fut de dire que c'était tellement mignon, comme un cas social avec de l'ambition. Il a embrassé ma joue comme si c'était un compliment. J'y ai souri mais quelque chose en moi s'est brisé. Il faisait toujours cela, enveloppant les insultes dans du ruban, me traitant d'adorable quand j'y étais affirmative et de mignonne quand j'y osais rêver trop fort. Mais le pire, c'est que je l'ai laissé faire parce que quand on vient du manque, parfois l'attention ressemble à de l'amour même quand elle arrive avec des couteaux. Il m'a offert des cadeaux, des voyages et m'a exhibé devant des amis qui murmuraient des choses qu'il pensait que je ne pouvais pas entendre, disant qu'elle avait cette énergie d'ascension sociale et qu'elle ferait mieux d'en valoir la peine pour l'image de marque. J'y ai ri avec eux, j'y ai fait semblant de ne pas remarquer et je me suis dit que l'amour signifiait des compromis. Mais le véritable amour ne demande pas de s'effacer et Adrien essayait lentement de me transformer en un portrait qu'il pouvait accrocher et non en une partenaire à ses côtés. Les signaux des alertes ne faisaient pas que flotter, ils dansaient devant mes yeux comme ce contrat de mariage que son père a glissé nonchalamment sur la table du brunch un dimanche en disant qu'il voulait juste protéger les actifs de la famille et que je comprendrais. Je n'avais même pas encore accepté la proposition d'Adrien. Quand j'y ai regardé Adrien en attendant qu'il me défende, il a juste haussé les épaules en disant que c'était standard et que ce n'était pas grave. Ce n'était jamais grave quand il s'agissait de ma dignité. Quand sa mère a proposé que son styliste me donne un vernis de classe avant nos photos de fiançailles officielles, quand son cousin a murmuré qu'au moins j'y élèverais des enfants travailleurs. Quand Adrien a dit après que j'y ai lancé ma petite activité de conseil que c'était mignon et que j'y avais maintenant un passe-temps. Je me disais que je réagissais de manière excessive, que je devais m'adapter et que l'amour exigeait de la souplesse. Mais chaque fois que je pliais, quelque chose de sacré en moi se cassait. Mon ancienne moi me manquait, la fille qui se démenait, qui rêvait grand sans demander de permission, la femme qui n'attendait pas d'être présentée mais qui arrivait, féroce et concentrée. Adrien ne l'avait pas tuée mais il m'obligeait à la cacher. Jusqu'à ce qu'une nuit je reste éveillée jusqu'à 3 heures du matin à regarder mes analyses commerciales. Ma base de clients avait doublé au cours des 2 derniers mois et mes forfaits de conseil étaient partagés dans des cercles d'élite. Une femme que j'y avais aidé à obtenir son premier investisseur m'a envoyé un courriel disant que je ne leur enseignais pas seulement la stratégie mais que je leur rappelais qu'elle valait quelque chose. Et j'y ai réalisé quelque chose de profond. J'y avais passé tellement de temps à essayer de m'intégrer dans le monde d'Adrien que je n'avais pas remarqué que j'y étais déjà en train de construire le mien. C'est là que le plan a commencé. Je n'avais pas besoin de vengeance mais j'y avais besoin de libération. J'y ai discrètement séparé mes finances, j'y ai retiré mon nom des comptes partagés et j'y ai déplacé les communications avec mes clients vers une ligne privée. Et puis, juste une semaine avant le dîner de fiançailles, j'y ai reçu l'appel. Une société de capital investissement voulait investir dans mon entreprise avec un montant à 7 chiffres d'avances. Et soudain, je n'étais plus seulement la fille qui s'était élevée de rien, j'y étais une femme qui possédait tout.
Et ce dîner serait leur dernière représentation et ma sortie la plus silencieuse. Je ne voulais pas une scène mais je voulais une stratégie. Au moment où la famille des Adrien a réservé le lieu pour le dîner de fiançailles, j'y avais déjà mis les roues en mouvement. J'y ai ouvert un deuxième compte professionnel à mon nom seul et j'y ai transféré discrètement le paiement intégral de l'accord de Capital Investissement. Pas des annonces sur les réseaux sociaux, pas de confettis, juste une croissance froide et silencieuse. J'y ai changé les mots de passe de mes plateformes professionnelles et révoqué l'accès au courriel des Adrien pour des raisons de sécurité. Il ne l'a pas remarqué car il ne prêtait jamais vraiment attention aux détails qui ne lui profitaient pas. Au lieu de cela, il me trimballait comme un secret bien soigné, quelqu'un à montrer lors des réceptions mais à ne jamais émanciper dans les coulisses. Je l'ai laissé faire parce que quand on veut que quelqu'un nous sous-estime, il n'y a pas de meilleur déguisement que sa propre arrogance. J'y ai commencé à garder des copies de chaque document financier, facture et accord client sur un disque privé pour m'assurer que toute trace de ma valeur ne soit plus liée à l'approbation de sa famille. Même ma garde-robe a changé car j'y ai arrêté de porter les choses que sa mère m'avait offertes, ses blazers et sacs à main recyclés qui murmuraient sois reconnaissante que nous t'ayons incluse. Je suis revenue à mon propre style, audacieux et tranchant, mes racines et non les leurs. Chaque mouvement que je faisais était chirurgical car la vengeance n'est pas bruyante mais elle est précise. La dernière pièce était mon plan de sortie. J'y ai réservé un bureau en attique dans une tour de coworking du centre-ville en payant 6 mois d'avance. J'y ai embauché une assistante, une mère célibataire qui me rappelait la résilience de ma propre mère. J'y ai même commandé une plaque personnalisée pour la porte en verre avec l'inscription Jasmine Morel, directrice générale, Morel et Bloom Conseil. Elle brillait d'un éclat d'argent, pas de perles, juste du fer poli. Quand Adrien m'a demandé si j'y étais impatiente pour le dîner de fiançailles, j'y ai souri doucement en disant que j'y étais ravie. Il a embrassé mon front comme si j'y étais une bonne petite fille et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé croire à l'illusion dont il avait tant besoin, que j'y étais juste l'accessoire de son héritage. Mais cet héritage s'effondrait déjà. Car dans la semaine précédant le dîner, sa dernière présentation de start-up avait échoué. 3 investisseurs s'étaient retirés et l'un d'eux me finançait désormais. Ils n'avaient aucune idée que j'y étais la raison pour laquelle ils avaient redirigé leur capital, que mon nom, invisible dans son monde, avait résonné dans les salles où l'argent changeait de main. Il était trop occupé à choisir les couleurs des serviettes et la musique du dîner. Je l'ai regardé la veille du dîner alors qu'il répétait son toast devant le miroir. Il disait que Jasmine était la preuve que l'amour pouvait élever quelqu'un. J'y ai failli rire. L'amour ne m'a pas élevé, c'est moi qui l'ai fait. L'amour n'a pas construit mon entreprise, c'est moi qui l'ai fait. L'amour n'a pas traversé le feu pour revenir avec des cicatrices et une dignité intacte, c'était moi tout entière. Mais je l'ai laissé répéter, je l'ai laissé croire car la plus belle partie du fait de s'en aller est de les laisser penser qu'ils vous tiennent jusqu'au moment où vous ouvrez la main pour révéler que vous ne vous êtes jamais accroché à eux. Il n'était que de passage. Et demain soir, ils verraient exactement ce qui arrive quand la femme qu'ils ont essayé de réduire décide de grandir sans s'excuser, en silence, avec force et selon ses propres termes. La salle était plongée dans l'or, chaises dorées, sous-plats dorés, marque-place bordée d'or. Même les centres de table floraux scintillaient sous les lustres comme si quelqu'un avait commandé une richesse excessive avec un supplément d'ego. Je suis entrée seule, sans personne à mon bras, sans excuse, vêtue d'une robe noire ajustée qui m'enveloppait comme un secret et des talons qui claquaient comme de la ponctuation. Les têtes se sont tournées, non pas parce que j'y étais trop habillée mais parce que j'y avais enfin l'air de n'avoir besoin de l'approbation de personne. Adrien m'a accueilli avec un sourire pratiqué en disant que je m'étais bien apprêtée. J'y ai hoché la tête en répondant que je n'étais pas là pour être apprêtée. Il a ri en pensant que je plaisantais. Bien sûr qu'il le pensait. Sa mère m'a fait des baisers dans le vide comme une mondaine revendiquant son territoire en murmurant qu'elle était contente que j'y ai porté quelque chose de simple car il ne faudrait pas faire de l'ombre à la famille. Faire de l'ombre. Madame, j'y ai bâti une entreprise pendant que vous bâtissiez des centres de table. J'y ai pris place. Les discours ont commencé. Son cousin a raconté comment Adrien avait toujours eu bon goût et que même enfant il choisissait les meilleurs jouets. La salle a ri.
Son père s'est levé, champagne à la main, et l'ego en pleine floraison. Il a dit qu'ils étaient si fiers d'accueillir Jasmine dans leur famille et qu'elle leur rappelait qu'avec le bon soutien n'importe qui pouvait s'élever. Murmure et rire alors que les regards se tournaient vers moi. Puis il a ajouté, les yeux brillants, que les filles comme Jasmine savent comment améliorer leur vie, passant des origines modestes aux perles, n'est-ce pas mon fils? Adrien a souri avec suffisance en disant qu'elle s'était mise à niveau très rapidement. Le rire cette fois n'a pas seulement picoté, il a tranché. Et Adrien riait avec eux. Ce fut le moment décisif. Pas l'insulte, pas la pique, mais ce sourire, cette trahison enveloppée dans un rire. Un homme si à l'aise à l'idée que je sois la chute de la plaisanterie. Je me suis levée, calmement, sans précipitation, sans émotion, j'y avais juste fini. J'y ai glissé la bague de mon doigt, la même bague dont sa mère avait dit un jour qu'elle aurait l'air plus crédible après que j'y aurais affiné mes mains. Je l'ai posée délicatement devant l'assiette d'Adrien. Les souffles coupés circulèrent comme un parfum. Je me suis tournée vers son père pour le remercier de sa générosité et de sa clarté. Puis je me suis tournée vers Adrien qui semblait confus comme s'il avait perdu sa place dans un script. Je lui ai dit doucement que je n'avais jamais été à lui et qu'il avait juste confondu ma grâce avec de la gratitude. J'y ai regardé autour de la table chaque visage suffisant, chaque sourire vide, chaque œil qui m'avait autrefois ignoré et qui était maintenant soudainement figé. J'y ai dit en levant le menton que ce dîner ne m'avait pas démasqué mais qu'il les avait tous démasqués. Puis je suis partie sans larmes, sans élever la voix, juste au son de mes talons frappant à travers leur silence. Un invité s'est levé pour applaudir, un seul. Une femme que je ne connaissais pas, peut-être quelqu'un du personnel ou quelqu'un qui avait été à ma place autrefois. Mais cet applaudissement unique a résonné plus fort que tout leur rire. Dehors, j'y ai pris une inspiration. La ville semblait la même mais quelque chose avait changé. Je n'avais pas seulement quitté un dîner, j'y avais quitté un récit. Et la fille qu'ils avaient prise pour une décoration venait de devenir le titre de l'actualité. Tout a commencé par un message d'un des témoins d'Adrien me demandant ce qui s'était passé car X explosait. Je n'avais pas publié un mot, je n'en avais pas besoin car quelqu'un au dîner avait enregistré le moment, le discours du père, le sourire d'Adrien, ma bague atterrissant sur l'assiette comme un micro que l'on lâche. Au matin, la vidéo comptait plus de 400 000 vues. À l'heure du déjeuner, elle avait un mot-clic, elle n'est pas venue pour mendier. Les gens ne se contentaient pas de regarder, ils ressentaient la chose. Des femmes du monde entier publiaient leurs propres histoires de départ de salle qui tentaient de les réduire. Les sections de commentaires explosaient avec des citations de ma confrontation silencieuse sur le fait qu'ils avaient confondu ma grâce avec de la gratitude. Et Adrien a essayé de lutter contre le courant en publiant un égo-portrait ce matin-là avec une légende disant que parfois les gens ne peuvent pas supporter le véritable amour. Les commentaires étaient brutaux, disant que le véritable amour ne rit pas quand on vous insulte et qu'elle était trop bien pour lui. Sa start-up, celle pour laquelle il courtisait des investisseurs, a perdu 3 soutiens clés en 24 heures non pas à cause de ce qui s'était passé mais parce que qui j'y était enfin apparu au grand jour. Quelqu'un a fait fuiter la présentation de mon entreprise. Puis un article est paru sur Jasmine Morel, la stratège technologique qu'il traitait de croqueuse de diamants. Ils ont raconté la vraie histoire, mon histoire, celle que Adrien n'avait jamais demandée, mon ascension, mon entreprise, mes projets de financement pour les startups éducatives féminines dans les communautés mal desservies, ma valorisation à 7 chiffres. Soudain, je n'étais plus Alex d'Adrien mais j'y étais Jasmine Morel, directrice générale, survivante et architecte de mon propre succès. Son monde s'est effondré. J'y ai appris par des amis communs qu'il était passé en mode gestion de crise en disant dans une interview que j'y avais surréagi et que ce n'était qu'une blague. Mais l'Internet n'a pas oublié et moi non plus. Pendant ce temps, le père d'Adrien est resté silencieux, pas de déclaration, pas d'excuses, juste l'annulation soudaine de son intervention à un sommet commercial la semaine suivante. Il s'avère que insulter les femmes qui essaient d'échapper à la pauvreté n'est pas excellent pour l'image publique. Je n'ai pas cherché à les joindre, je n'ai pas répondu aux appels ni ouvert les courriels, j'y ai juste regardé le piédestal sur lequel ils s'étaient placés se fissurer sous le poids de leur propre arrogance. Je n'avais pas besoin de les détruire car ils l'ont très bien fait sans moi. Et moi,
J'y ai continué à construire. J'y ai été invité à prendre la parole lors d'un sommet sur la finance féminine avec tous les frais payés pour parler du fait de partir avec sa richesse et du moment où le silence est plus bruyant que la vengeance. L'ironie est que le conférencier principal devait être le père des Adrien et ils l'ont remplacé par moi. C'est là que j'y ai compris qu'il ne s'agissait plus de vengeance mais de correction. Il m'avait appris que je n'étais pas assez à moins d'être silencieuse, petite et reconnaissante. Mais maintenant j'y étais bruyante de toutes les bonnes manières, visible dans des salles qu'il ne pouvait pas contrôler. Et je n'avais pas fini, loin de là, car une fois qu'une femme voit sa valeur, elle ne l'oublie plus jamais, et les hommes qui ont essayé de s'en moquer non plus. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait d'être sous-estimé. Ils me voyaient comme une décoration, une fille passée du courage au brillant. Ils n'ont pas vu les feuilles de calcul derrière mon sourire, et l'agitation silencieuse, les nuits où je me vidais de mon énergie sur du code pendant qu'ils dormaient sur des oreillers de soie. Mais maintenant, le rideau s'était levé et ce qu'ils considéraient comme une mignonne ambition s'était transformé en capital, en gros titre et en mouvement. Le jour où mon portrait dans les Échos est paru, j'y étais en jogging en train de siroter un café noir, les cheveux en chignon désordonnés. Le titre disait qu'on l'avait traitée de croqueuse de diamants à son propre dîner de fiançailles et qu'elle finançait désormais l'avenir. Ils ont utilisé une photo du sommet des femmes me montrant à la tribune, la main levée, le feu dans les yeux. L'article ne se concentrait pas sur Adrien ni même sur son père mais il se concentrait sur les femmes que j'y embauchais, les programmes que je lançais, le fait que j'y avais pris chaque insulte, chaque sourire narquois. Chaque tu as de la chance d'être ici et que je l'avais transformé en un empire de conseils aidant les fondateurs marginalisés à obtenir du capital, de la confiance et du contrôle. Ils ont écrit que Jasmine Morel n'était pas partie mais qu'elle s'était élevée et qu'elle n'attendait que personne ne la rattrape. Et juste comme ça, je n'étais plus un bruit viral mais j'y étais une force. J'y ai lancé un fonds de bourse des études au nom de ma mère, l'initiative Mira Morel pour les femmes de première génération dans la technologie. Les candidatures ont afflué. J'y ai donné une conférence intitulée Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. J'y ai signé un contrat pour un livre dont le titre provisoire était Les perles n'ont jamais été le but. L'ironie suprême est que deux des anciens investisseurs des Adrien m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient soutenu la mauvaise personne et que j'y étais le cerveau depuis le début. Je n'ai pas jubilé, j'y ai juste répondu qu'ils avaient enfin lu les petits caractères. Puis est venu le courriel que je n'attendais pas, de la part des Adrien. Il disait Jasmine, je sais que j'y ai merdé, j'y ai été stupide, je le vois maintenant, pouvons-nous parler? J'y ai fixé l'écran pendant un long moment. Il y avait un temps où j'y aurais répondu instantanément, peut-être même que je me serais excusée. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à dire car il avait déjà tout dit cette nuit-là. Et j'y avais déjà répondu avec mes talons, mon silence et l'empire que j'y avais bâti sans avoir besoin de son nom. J'y ai archivé le message, non pas pour l'ignorer mais pour le conserver comme une preuve, la preuve que la fille qui vendait autrefois des bracelets pour aider sa mère portait maintenant son propre nom comme une couronne. Plus tard ce mois-là, un journaliste m'a demandé lors d'une interview ce que je dirais aux femmes qui sont encore assises à ces tables à avaler des insultes en silence. J'y ai réfléchi un instant puis j'y ai dit que vous ne devez votre silence à personne pour être vu, partez s'il le faut mais ne faites pas que vous éloignez, marchez vers quelque chose de plus grand. Le clip est redevenu viral parce que la vérité résonne toujours plus fort que la honte. Et j'y avais enfin appris que je n'avais jamais été censé appartenir à leur table car j'y étais censé construire la mienne, plus longue, plus bruyante, plus sage, sans place pour la moquerie mais seulement pour l'élan. C'est arrivé dans une enveloppe crème, papier épais, manuscrit, sans adresse de retour. À l'intérieur, un simple mot disant Jasmine, j'y ai regardé ta conférence, tu es devenue plus que tout ce que j'y aurais pu imaginer, peut-être que je ne savais pas comment soutenir quelqu'un comme toi, peut-être que j'y avais peur, quoi qu'il en soit je suis désolé, Adrien. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et puis je l'ai plié doucement et placé dans le tiroir du bas de mon bureau, non pas pour le garder mais pour l'enterrer. Car la conclusion ne vient pas enveloppée dans des excuses des hommes qui ont applaudi pendant que votre esprit était brisé sur de la porcelaine fine. Elle vient quand vous regardez la femme dans le miroir et que vous ne voyez plus la fille qui avait besoin qu'il la voie. La conclusion,
c'est quand vous n'avez plus besoin d'expliquer pourquoi vous avez quitté la table car vous savez que vous avez construit la vôtre et que vous l'avez remplie de voix qui ne vous ont jamais obligé à mendier votre place. Le changement final est survenu quand J ai reçu un appel d'un sommet national sur le leadership car il me voulait comme conférencière de clôture sur le thème du point de rupture au plan des actions. J'y ai dit oui non pas parce que j'y avais besoin de parler mais parce que quelqu'un là-bas n'avait toujours pas trouvé les mots pour s'en aller. Et je voulais être la voix qui lui dirait qu'elle n'avait pas besoin de demander la permission pour s'élever. Je me tenais à cette tribune dans un costume de soie de la couleur du feu, regardant des centaines de visages, certains jeunes, des autres marqués par le temps, tous à l'écoute. J'y ai pris une inspiration et j'y ai commencé par dire qu'autrefois on m'appelait une croqueuse de diamants et qu'on disait que je venais de rien, que je portais l'ambition comme des perles empruntées. Mais ils ont oublié que je n'ai jamais eu besoin des hors car j'y avais juste besoin des espaces. La salle était immobile puis ce fut un tonnerre des applaudissements, une ovation debout, non pas pour mon passé mais pour ce que j'y avais construit au-delà de lui. Après coup, une femme s'est approchée de moi, la trentaine avancée, le regard doux. Elle m'a serré la main et a chuchoté qu'elle avait rendu la bague la semaine dernière grâce à moi. Et juste comme ça, j'y ai su que rien n'avait été gaspillé, ni le silence, ni le chagrin, ni même les rires qui avaient tenté de me briser. Ils étaient tous devenus des briques et du mortier pour quelque chose de réel, quelque chose de digne. De retour chez moi, j'y ai encadré l'article des Échos à côté de la vieille machine à coudre de ma mère. Elle a pleuré en le voyant et elle m'a dit que j'y allais toujours briller même quand ils essayaient de m'éteindre. J'y ai hoché la tête car je la croyais enfin. Et sur le mur de mon nouveau bureau, derrière mon bureau, il y a une citation en lettres d'or, d'une taille assumée, disant qu'elle n'a pas amélioré sa vie mais qu'elle l'a créée. C'est cela mon héritage, pas la vengeance, pas la bague que j'y ai rendue, mais le feu que j'y ai emporté avec moi et que j'y ai utilisé pour éclairer le chemin de chaque femme encore assise dans des pièces qui veulent la garder petite. Ils pensaient m'avoir brisé cette nuit-là mais ce qu'ils ont réellement fait c'est de me montrer qui je n'étais pas pour que je puisse enfin me souvenir de qui je suis. Cette histoire nous rappelle avec force que notre valeur n'est jamais définie par le regard ou les paroles de ceux qui nous entourent, surtout lorsqu'ils tentent de nous rabaisser pour se sentir supérieurs. Le silence n'est pas une marque de faiblesse mais il peut être une stratégie puissante pour se reconstruire et se protéger loin de la toxicité. Jasmine a su transformer une humiliation publique en un moteur de réussite personnelle, prouvant que la meilleure réponse au mépris est une réussite éclatante et indépendante. Elle a compris que l'on ne peut pas s'épanouir là où l'on est toléré mais seulement là où l'on est respecté. Souvent, la vie nous impose des épreuves pour nous forcer à quitter des situations qui ne nous conviennent plus et pour nous pousser à bâtir notre propre empire au lieu de quémander une place à une table qui ne nous mérite pas. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû choisir entre rester dans le confort au prix de votre dignité ou tout quitter pour enfin devenir vous-même? Quel a été le déclic qui vous a fait comprendre votre véritable valeur? Partagez votre expérience dans les commentaires pour inspirer des autres personnes à trouver la force de s'élever.